Bonjour à tous. Les Jeux Olympiques, Nagano. Le mauvais temps n'aura pas empêché le déroulement de l'épreuve de patinage artistique. Allez, Surya. Tu entends le murmure du public autour de toi. Tu ne sais pas combien de milliers de spectateurs contient le stade. Mais tu sens chacun de leurs regards sur ton corps, sur ta peau. La lumière vive des projecteurs t'empêche de distinguer le moindre visage. Alors tu souris. Tu veux que chacun d'entre eux voie ton sourire. Aujourd'hui, c'est pour eux que tu patines. Il y a des gens qui sont faits pour être champions et ça s'arrête là. Et je crois que nous, on avait envie, moi comme Surya, je pense qu'on avait envie d'être unique. Bonjour, qu'est-ce que vous buvez? Moi, je vais faire une monte à l'eau. Corps et l'âme, épisode 3. 1, 2, 1, 2. Ça enregistre bien. Philippe Candeloro m'a donné rendez-vous en terrasse d'un café, pas loin de Colombes, où il s'entraîne depuis ses débuts. Il a ses éternels cheveux longs, un grand sourire et un air décontracté. Bonjour. Les gens autour paraissent le reconnaître. Il y a presque un attroupement sur la terrasse. Candeloro a 2 ans de plus que Surya Bonali, et avant même de la rencontrer, il en avait entendu parler. À chaque fois, nous, dans le milieu, c'était la petite blague entraînée par sa mère. Parce que moi, j'avais des copains qui s'entraînaient à Champigny, qui me racontaient ce qu'ils voyaient tous les jours là-bas, quoi. Enfin, son comportement, la façon dont la maman gérait la carrière de Surya, enfin, en tout cas l'entraînement. Avec même à l'épopée de dormir dans le camion J9 avec les 5 chiens et compagnie, tout ça c'est ce qu'on nous racontait. Effectivement, moi je suis allé une fois à Champigny, j'ai vu le manège. Si on voyait que la nana avait pas du tout envie de parler avec nous ou quoi, on l'aurait certainement laissé dans son coin avec sa maman bien tranquille. Sauf que Surya, voilà, elle avait une envie, c'était aussi de partager des moments de convivialité en dehors de ses entraînements. Et cette dureté de travail qu'elle avait à subir tous les jours. À l'époque, ce qui rapproche Philippe et Surya, c'est leur première compétition à l'étranger. Le championnat du monde junior de Gdansk, en Pologne. À Gdansk, effectivement, on avait pris l'avion, c'était déjà l'enfer pour arriver jusque là-bas. On nous avait offert un vase grand, c'était peut-être au moins de 1,20 m de hauteur, parce que là-bas ils font de la porcelaine là-bas. Il y en a plein qui l'ont cassé, moi je l'ai ramené, il est encore en état, il a même fait le voyage aux États-Unis. Chaque fois que je passe devant, je dis waouh, c'était ma première compétition internationale quoi. On avait l'impression qu'on était les vilains petits canards. C'est-à-dire que, eux de toute façon ils peuvent pas gagner. On va pas mettre des gens pauvres, entre guillemets, qui vont gagner une compétition de patinage. À l'époque, je ressentais ça. Et puis là, comme pour Surya, elle a dit attendez, on va pas faire gagner une fille dont la mère s'occupe d'elle, sinon on n'a plus besoin d'entraîneur en France. C'était un milieu, je vous dis, très, très paillettes, un peu bourgeois. Le patinage, c'était bourgeois à l'époque. Et puis du coup, nous on est arrivés là-dedans un petit peu comme des chiens dans un jeu de quilles. Et puis on s'est pas posé de questions. Puis finalement, je pense qu'on a été très vite champion de France. L'un comme l'autre. Donc ça a désacralisé un petit peu le milieu. Et puis on s'est adapté. Nous, on s'est adapté au milieu et le milieu s'est adapté un peu à nous. Je suis devant la patinoire vide. Et ça fait du bien d'être sans musique, sans bruit, avec juste ce gros néon. Je me suis mise dans l'espace réservé aux coachs. J'ai vu qu'il y a plein de livres avec des motifs de sol en fait, pour tous les niveaux en fait. Donc je me rends compte que le patinage c'est vraiment ça, c'est vraiment dessiné sur une surface. Je veux dire, c'est vraiment comme ça qu'ils voient le niveau des gens. Ça m'impressionne vachement, j'ai jamais imaginé ça. Donc les premiers, alors ils nous expliquent pourquoi il faut faire ça. La première leçon, c'est des petites droites. Pas forcément, c'est comme on patine, donc c'est des petites droites qui partent en oblique comme un épi. Et alors la dernière leçon, je vais pas leur perdre la page, c'est comme une sinusoïde et au bout de chaque sinusoïde, il y a une petite boucle. Ça m'a pas l'air très facile.
Depuis son entrée aux Jeux Olympiques de Londres en 1908, il y a 110 ans, le code des points de la Fédération internationale de patinage ne liste que 6 types de sauts. Et c'est tout. À chaque fois, que ce soit pour un flip, un lutz ou un axel, le patineur tourne sur lui-même comme une toupie. Et pour que le saut soit homologué, il est important d'atterrir sur un seul pied. Double axel. Tous les deux, vous avez quand même très vite inventé des nouvelles figures, essayé d'innover. Est-ce que vous aviez un regard nouveau ? Alors je pense pas qu'on avait un regard nouveau, mais je pense que de faire comme tout le monde, comme des petits moutons, ça nous plaisait pas. Mon prof avait toujours des idées un peu futuristes, différentes, originales. Didier Gaegué. L'un de ses meilleurs amis était champion d'Allemagne. On le voyait en spectacle, à chaque fois qu'il venait au Lido Nice, il s'appelait Norbert Schramm. Et donc il faisait le salto, basique, le normal, quoi, le supérieur, quoi. Et donc il était là à baver, il disait waouh, incroyable. Mais surtout c'était un homme, il était grand quand même, c'était comme bien 1m75 ou quelque chose, bien costaud. Il avait un sourire extraordinaire et puis il patinait d'une façon déjà originale. C'est lui qui a un peu changé l'esprit du patinage. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il a voulu peut-être faire le salto. Très moderne, bizarre, les lignes cassées. Vraiment, on voyait qu'il avait dû faire de la danse. Il y avait quelque chose un peu moderne, contemporain. C'était un des meilleurs amis de mon entraîneur. Et du coup, ça lui donne envie. Il lui dit viens, il faudrait faire le salto aussi. Pourquoi pas, qu'elle s'en pense. Il voyait déjà l'avenir, peut-être, je sais pas. Et donc voilà, donc il s'est dit il faudrait. Et avec ma mère, on dit pourquoi pas. Quelques jours avant ou quelques semaines avant que je fasse le salto, quelque chose comme ça, son ami s'est cassé la figure dans un spectacle et il a fini à l'hosto avec la mâchoire cassée, dents cassées, tout le truc. Donc là, ça nous a vraiment refroidi là. On s'est dit ouf, je suis pas sûre si on va le faire. Mais bon, on l'a fait quand même, quoi. On n'a fait que transcrire sur la glace des choses qu'elle faisait en se levant le matin. Surya a alors une 12aine d'années. Et en parallèle du patinage, elle mène aussi une carrière en gymnastique et en tumbling. Le saut périlleux, elle sait le faire pieds nus sur les tapis, mais pas encore avec des patins. Et après, on a essayé de trouver les bonnes techniques pour pouvoir bien le réussir. Et donc, afin de ne pas prendre de risques pour son intégrité, donc, on se déplaçait avec les 2 cordes pour prendre l'élan. Et puis, il y avait quelqu'un qui bougeait les tapis, qui suivait avec les tapis d'une organisation. Très empirique. C'est avec les moyens du bord. On se sent comment quand on est la tête en bas au-dessus de la glace ? Ça va trop vite. On n'a pas le temps. C'est comme dans un triple saut, vous n'avez pas le temps de compter les tours. C'est juste une question de sensation et le saut périlleux, c'est ça. En fait, la sensation que vous avez dans un saut périlleux, c'est je pars avec suffisamment d'élan, je pique, et je pense à ma réception à envoyer les jambes quoi qu'il arrive. Voilà. Et vous arrivez sur les 2 pieds, ce qui est déjà pas mal. Voilà, Surya arrivait sur un pied, enchaîné avec un tripod piqué derrière. Encore une fois, ça a été la fille qui sera restera, je pense, unique à faire ça. Surya est la seule femme à réaliser le salto arrière sur la glace. Et en plus, elle en invente sa propre variante, le Bonali. Ça fait comme si on faisait une roulade arrière, quoi. Une roulade arrière, mais dans les airs, quoi. Donc, vous vous élancez, vous piquez, et ensuite ? Ensuite, avec les jambes, les bras et puis la propulsion, normalement, on doit se retrouver dans les airs. Et vraiment, c'est un instant super court, super rapide, mais à la fois, il ne faut pas se presser parce que chaque chose est dans le temps. Il faut absolument avoir, surtout moi, le mien, avoir la position du grand écart. Donc, même si je suis rapide ou je n'ai pas le temps de le faire ou je suis fatiguée, il faut obligatoirement faire la position de grand écart. Mais il ne faut pas s'attarder non plus parce que l'atterrissage, c'est sur un pied. Et alors ça, vous avez pris plaisir à faire ça ? Oui, plaisir, et puis c'était agréable. C'était comme, je sais pas, on appelle ça comme un soleil ou quelque chose. On sentait vraiment la phase où on tourne, on passe pas vraiment toutes les phases en arrière, un peu moins, comme un soleil, quoi. Vraiment avec tous les rayons, quoi. Personnellement, je n'ai jamais réussi, mais très sincèrement, je vois l'effort que ça demande et la qualité du travail qui a dû être fait pour faire ça, pour quelque chose qui, quelque part, lui servait bien sûr dans les spectacles, dans les galas, parce que c'est très spectaculaire,
mais ça mériterait aussi d'être et c'est toujours pas aujourd'hui, réglementé dans le patinage, parce qu'on considère que ce type de rotation n'est pas celle du patinage, c'est celle de la gym. Moi, je dis les rotations n'appartiennent ni à un sport ni à un autre. Ce sont des rotations. Avec leurs sauts respectifs, qui ne laissent aucune trace sur la glace, Surya Bonali et Philippe Candeloro s'affranchissent de la gravité qui pèse non seulement sur le corps des patineurs, mais aussi sur les règles des compétitions mondiales. Ils sont repérés par un homme de spectacle, Tom Collins, le producteur de la tournée Champions on Ice. Ils n'ont ni l'un ni l'autre de titre de champion du monde, mais ils acceptent de rejoindre la troupe plusieurs mois par an, en dehors des périodes de compétition. On avait effectivement une totale liberté de ce qu'on voulait faire. Moi qui enlevais le drapeau américain, je me retrouvais torse nu sur la glace. J'étais un des premiers à arriver comme ça sur la glace. D'ailleurs, les gens disaient ah, il est fou ce mec, il va pas faire ça quand même. Bah si, je l'ai fait. Le saut périlleux était autorisé en gala et pas en compète. Donc pour nous, c'était un moyen de montrer notre supériorité à ce moment-là, qu'on nous empêchait de démontrer au moment des compètes. Donc pour nous, c'était vraiment une espèce de ah, il y a un gala, on va prendre notre revanche, quoi, en gros. Voilà. Il y a des jeux de lumière incroyables qui sont bien pour le public, mais pour un patineur, c'est super stressant parce qu'on ne voit pas. Souvent, la glace est toute noire et il y a juste un spot sur vous, donc c'est très, très, très difficile. Mais bon, j'ai appris à faire quand même mes sauts, même en spectacle. Et ça a été apprécié pendant de longues années. Parce que ces tournées nous épuisaient aussi de temps en temps si elles étaient trop longues, mais elles nous faisaient progresser. On patinait avec les meilleurs patineurs du monde. Et puis on va dire toutes les catégories confondues, avec des gens qui faisaient des programmes de 6 minutes. Je me souviens de Ponomarenko, Klimova Ponomarenko faisait des programmes de 6 minutes sur Dracula, donc programme à thème. En fait, ça nous ouvrait l'esprit au niveau culturel et artistique. Parce que ce qui nous a attirés dans ce sport, je pense, c'est la technique. Moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai été complètement frustré et complètement bloqué à pouvoir me lever un bras en l'air parce que je me faisais traiter de pédé par tous mes copains de cité, parce que je faisais du patinage artistique. Tant que j'avais pas trouvé ma voie à faire des programmes à thème avec un côté plus viril c'est-à-dire qu'au lieu de lever un bras avec un port de bras comme un danseur, je faisais le poing en l'air et genre je faisais Schwarzenegger qui allait taper sur quelqu'un. Le geste artistique prenait un sens artistique, me permettait de créer, de raconter quelque chose qui me persuadait que ce geste était le bon. Je crois qu'il y avait eu la guerre dans le désert Koweït. Et donc, tout le monde en parlait et c'était un peu une période assez difficile. Donc voilà, donc j'ai voulu faire une petite parenthèse en disant, ben voilà, peace and love avec la colombe, on veut dire plein de choses qui normalement tout le monde comprend dans n'importe quel langage. Et comment vous aviez fait pour patiner avec une colombe ? Ah, mais je faisais la magie, parce que mon oncle est magicien, donc il m'avait appris quelques tours de magie. Et donc, bien sûr, il avait des colombes. Et donc voilà, quand il m'avait appris depuis que j'étais petite, ça, comment faire pour cacher une colombe, et puis qu'elle apparaisse, comme ça, papa, surprise. Et la colombe, elle venait de Paris quand même, de France, quand même. Je l'ai pas trouvée à Saint-Pétersbourg, elle est venue avec moi, dans mes bagages. En ce début des années 90, le patinage américain occupe le devant de la scène mondiale. La brune et riche Nancy Kerrigan se dispute les premières places avec la blonde Tonya Harding. Je connaissais très bien Tonya Harding. Oui, je la trouvais exceptionnelle. Quand on la voyait patiner sur la glace, on a l'impression de voir un TGV passer, quoi. Elle patinait à une vitesse incroyable. Et puis après, à la fin de cette grande vitesse, elle faisait un saut de 3 mètres de haut, 3 mètres de long. C'était un bolide, quoi. Et toute simple, toute blonde, pas très grande, juste voilà, quoi. Mais elle avait un talent fou et qu'on n'a jamais vu ça depuis des décennies, quoi. Et malheureusement, pareil, un peu comme moi, quoi. Elle avait un patinage différent. Elle aimait patiner, elle sautait haut et aller vite. Quoi de balle, rien. Mais bon, les juges n'aimaient pas ça vraiment, ils n'aimaient pas son style à 100%. Elle n'était pas vraiment aimée de tous les juges dans le monde, quoi. I don't know, some hard black stick. Something really, really hard. Ces cris de Nancy Kerrigan font le tour du monde.
Elle a été frappée aux jambes à coups de barre de fer. Et l'assaillant s'avère être un proche de Tonya Harding. Le duel entre les deux patineuses passe de la rubrique sportive à celle des faits divers. Pour l'heure, le FBI se refuse à tout commentaire. Tonya Harding est condamnée à $100 000 d'amende, assortie d'une mise à l'épreuve de 3 ans. Avec Surya, de toute façon, j'ai toujours dit, on a vécu les meilleures périodes du patinage. Les tournées Tom Collins, Champions on Ice, a été vraiment la période la plus faste pour le patinage. Et cette période faste, elle a été déclenchée par le scandale de Harding-Kerrigan. Moi, je me souviens, avec Surya, on a patiné devant 36 000 personnes, le record du monde de nombre de spectateurs dans une salle aux États-Unis. Et moi, quand je faisais Rocky pour descendre des marches, des gradins, ça me prenait 1 minute 10, alors que d'habitude, ça me prenait 30 secondes. Je peux vous dire que là ça fait du bruit. Et moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en fait, à m'éclater dans ça. Parce que la foule, tout ça m'excitait. Et Surya, je crois qu'elle avait le même sentiment. Et quand vous êtes 2 petits Frenchies à l'époque aux États-Unis, le seul mec français qui était connu, c'était Christophe Lambert, parce qu'il avait fait Highlander. Donc quand nous on arrive là-bas et qu'on voit que putain, on est 2 Frenchies applaudis par 35 000 personnes comme des fous, comme si on était des Américains, bah, tu te dis ouais, c'est génial quoi. Mais cette popularité a un prix. Quelques semaines après le scandale Harding et Kerrigan, c'est Surya qui sera au cœur de la tempête médiatique. Pourquoi n'avez-vous pas accepté la médaille? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas ma place. Et je suis vraiment déçue. À suivre dans Corps et l'âme, épisode 4, le paramètre humain. Vous méritiez cette médaille d'or, Surya?